Bonjour à tous, vous m'entendez, c'est parfait. La patience est une vertu et je vous remercie d'avoir été très patient, d'être resté auprès de nous. Je suis très content, vous allez voir, on a énormément de slides, donc c'était aussi ce pourquoi il était important. Non, il y en a qu'une seule, vous voyez, ça va être aussi très rapide. Je suis très content que vous soyez restés avec nous et que vous puissiez assister à cette présentation puisque nous allons parler de compétences. Nous allons parler d'enjeux bas carbone. D'ailleurs, effectivement, sur ce workshop qui est proposé par le WinLab, qui est sur la partie solutions bas carbone de ce salon, on avait à cœur de travailler sur cet enjeu. Alors, je ne vais pas vous abreuver de paroles sur le WinLab, qui est donc l'incubateur du 3CA BTP. Je vous dirais peut-être trois mots. Premièrement, notre mission, qui est d'accompagner, finalement, d'infuser l'innovation au sein de l'écosystème de la formation au métier de la construction, de fédérer une communauté de start-up et d'organiser un certain nombre d'expérimentations sur l'innovation. Eh bien, dans cette mission que nous avons au quotidien, il était important de s'arrêter 2 minutes aujourd'hui pour parler de l'évolution des compétences. À côté de moi, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir Marion Malandin, qui est la fondatrice d'Optimis Construction. J'ai également Arnaud Guilly-Fortin, qui est le directeur de la formation et l'innovation du BTP CFA Grand Est, qui est un organisme de formation, et également Frédéric Loget, qui est le fondateur de Solioti. Vous avez donc deux startups qui vous parleront de leur mission, de cet enjeu et de la significativité et la définition du bas carbone dans leur mission. Et puis on va voir concrètement comment ça se répercute sur le terrain lorsqu'on forme les apprentis. Et le BTP CFA Grand Est, qui réunit un certain nombre d'établissements sur cette nouvelle grande région du Grand Est, a mis en place un certain nombre de pratiques qu'il était important de vous présenter. Sans plus tarder, alors vous allez voir, il y aura un petit jeu de chaises musicales. Je laisserai la place à mes interlocuteurs parce que c'est beaucoup plus simple pour le micro. Mais en effet, je vais accueillir Marion et je vais te proposer de venir à côté de moi. On va commencer simplement par parler d'Optimis Construction. Une première question, est-ce que tu peux nous rappeler un peu le principe d'Optimis Construction ? Bonjour à tous, je m'appelle Marion Malandin, donc je suis la fondatrice d'Optimis Construction. Chez Optimis Construction, on optimise les matériaux pour économiser du temps, de l'argent et du CO2. On travaille aujourd'hui spécifiquement sur les matériaux dans le gros œuvre et plus particulièrement en fait l'acier et le treillis soudé, qui est un assemblage de barres qu'on utilise en fait pour armer le béton au niveau des planchers et des murs. Et la problématique à laquelle on fait face, c'est que ce matériau est vendu en taille standard en France et donc nécessite d'être redécoupé sur site en suivant la forme des pièces et des bâtiments. Et donc cette redécoupe entraîne des pertes, beaucoup de pertes, puisqu'on perd chaque année en France l'équivalent de 18 fois le poids de la Tour Eiffel. Ah, c'est pas banal. J'ai juste une petite question Marion, sur ton évolution, parce que tu es une jeune start-up. T'en es où à peu près parce qu'on se pose souvent la question, une start-up, la pérennité. Voilà, t'en es où de ton évolution ? Alors nous, du coup, on est une start-up qui a 3 ans d'existence et on a été créé parce qu'on a une entreprise de gros œuvres familiale et en fait, on avait la problématique dans l'entreprise. Donc d'abord, ça s'est commencé par une problématique qui était financière. Du coup, par le savoir-faire, en fait, on optimisait, on faisait des dessins de plans de découpe pour le chantier pour avoir moins de pertes. Donc en moyenne, on arrive à gagner 15% sur les quantités de matière en jouant sur la façon dont on les découpe entre eux. Donc c'est énorme. Et ce qui est très intéressant au niveau de ça, c'est qu'on arrive en fait par ces gains de matière à avoir un gain économique, mais aussi bien sûr un gain carbone et un bilan carbone plus positif. Et ça aussi, c'est intéressant de voir à quel point on peut mélanger du savoir-faire avec un bilan carbone positif et améliorer du coup de base la virtuosité du savoir-faire sur chantier. Alors, c'est amusant le jeu de chaise musicale, mais ça me fait marcher un peu. Marion, lorsqu'on s'est rencontrés, tu m'avais apporté une information qui était très intéressante. Si on rajoute finalement une couche de travail aux ouvriers, aux employés sur le chantier, pour leur simplifier la vie, ben au final, ils n'adhèrent pas et ça ne marche pas. Aujourd'hui, lorsque tu parles de solutions bas carbone et quand on le met en perspective des compétences, tu parlais de la perte de matière, comment ça se traduit concrètement ? Est-ce que les ouvriers sur le chantier vivent beaucoup plus facilement le fait de calpiner les feuilles de treillis soudés qu'ils découpent ? Alors, ce qui est très intéressant, c'est que quand on parle de bas carbone, c'est vrai que on est tous là ici aujourd'hui. Pour la plupart, on a beaucoup de personnes qui sont des cadres supérieurs ici. Ce qui est intéressant, c'est que dans la conduite du changement, il faut que tout le monde soit là. Et moi, pour développer Optimis, on allait sur les chantiers, j'ai parlé à plein de compagnons et c'est eux qui ont le savoir-faire, qui nous ont dit comment ils travaillaient. Et c'est ce que je dis toujours quand j'arrive sur une opération, c'est que on n'a pas réinventé l'eau chaude. Tout ce qu'on met dans nos algorithmes, c'est juste que pour dans les plans, il y ait tout de suite le savoir-faire qu'ils vont faire sur chantier.
Donc on les embarque dans cette démarche-là, on les accompagne et du coup c'est important d'être autour de la table dès le démarrage et justement qu'ils nous disent moi je préfère organiser mon chantier comme ça ou plutôt comme ça et on leur dit comment la solution s'adapte par rapport à comment ils souhaitent eux organiser leur chantier. Et c'est important de remettre la place en fait du compagnon, du chef d'équipe, du chef de chantier au centre en fait de la transformation bas carbone. Parce que eux aussi, faire des déplacements pour aller jeter des choses à la benne, c'est embêtant. Avoir un peu des chutes un peu partout, le treillis soudé, c'est quelque chose, les aciers, c'est quelque chose où on peut vite se blesser avec. Donc c'est important d'avoir un espace de travail qui est plus propre. Donc organiser différemment le poste de travail pour être plus proche de la benne, c'est aussi quelque chose qui est intéressant. Donc moins de pertes, moins de rotation de benne et un poste de travail qui est plus sécurisé. Donc tout ça, ça leur améliore leurs conditions de travail. Merci beaucoup Marion pour ce point complet effectivement sur cet aspect du métier. On va poser des questions à peu près similaires à Frédéric. Frédéric, est-ce que tu peux venir juste là à côté de moi? Je vais à peu près te poser les mêmes questions, donc tu as eu le temps de réviser un peu. Déjà on va commencer par parler de Solioty. C'est une belle aventure. Est-ce que tu peux nous représenter en quelques mots déjà le concept et après on parlera effectivement du même sujet. Bonjour, donc Frédéric Loger, le fondateur de Solioty. Donc Solioty est parti d'un constat où il faut construire de manière écologique et durable et en économie circulaire pour protéger nos ressources, limiter l'impact carbone pendant toute la durée d'utilisation du bâtiment et répondre à de la problématique réglementaire de plus en plus contraignante, notamment sur la loi AGEC, anti-gaspi et économie circulaire, et la loi résilience, environnementale. Donc Solioty transforme en fait vos déchets textiles en fin de vie en dalles, support de culture pour une végétalisation et on fait aussi de l'optimisation de gestion d'eau en fonction des besoins utilisateurs. Donc en fait Solioty vend de la végétalisation sous forme de toiture végétale, murs végétaux et agriculture urbaine. Et on pilote tout le système d'arrosage. Voilà un peu la présentation. Et merci beaucoup Frédéric. En termes, alors justement, même question que Marion tout à l'heure. La société, elle en est où aujourd'hui? Voilà. Alors aujourd'hui, la société, on a fait des démonstrateurs, on a fait un programme avec le CEREMA sur la caractérisation thermique du mur végétal et on a identifié qu'avec un mur végétal, on avait un gain thermique de moins 0,7 degrés pendant la période estivale juillet-août 2022 et on a eu un pic de confort thermique à moins 2,8 degrés. Donc sur la partie technologique, l'automate, aujourd'hui, on sait le gérer de manière autonome, à distance, en récupération de données et en pilotage de gestion d'arrosage. On pilote l'arrosage avec des prévisions météo et on peut aussi envoyer des alertes en cas de défaut d'arrosage ou de défaut du système. Par rapport à la dalle, cette dalle, elle a évolué depuis un an puisqu'on était sur du déchet textile plutôt coton et on est basculé sur un déchet textile plutôt polyester qui est beaucoup plus durable et beaucoup plus stable et durable dans notre utilisation. Et ça tombe bien parce que le polyester est extrêmement compliqué à revaloriser. Effectivement, un développement qui est bien assis. Moi, j'ai envie qu'on s'arrête 2 minutes sur un sujet. Lorsqu'on a travaillé ensemble sur cette matinale, on a parlé des façadiers. Parce qu'effectivement, c'est un des métiers importants de la construction. Alors, on sait que les murs végétalisés sont souvent approchés par les paysagistes. C'est sans doute eux qui planteront demain encore les essences. Mais tu me disais, Frédéric, qu'il faut aider les façadiers à appréhender cette compétence. Donc, même sur cette solution bas carbone, on doit faire évoluer les compétences traditionnelles de la construction. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Alors, c'est vrai qu'on est sur une jonction entre le BTP et le paysage et on s'aperçoit aujourd'hui que le paysage il est très performant et très pertinent sur ces terres, sans faire le jeu de mots, sauf que là il y a des interactions avec le BTP et le BTP a des protocoles de sécurité et d'interaction d'entreprises qui sont extrêmement stricts et il va falloir travailler ensemble. Ce qui fait que installer un mur végétal sur un bâti, le bâtiment n'appartient pas au paysagiste. Comme un sol peut appartenir à un paysagiste, le bâtiment n'appartient pas à un paysagiste. Et du coup, il y a des interactions de métiers qui sont obligées
comment je vais dire, de former, de transmettre l'information pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Puisqu'on va installer quand même de la nature avec un système d'arrosage sur un bâtiment qu'il faut qu'il reste sain, avec une structure qui ne soit pas fragilisée et une emprise au vent ou sismique qui modifie complètement le comportement du bâtiment. Donc on a besoin de transmettre toutes ces informations pour qu'il n'y ait pas d'erreur et qu'on ait la promesse d'avoir une végétalisation du bâti. Merci beaucoup Frédéric pour ces précisions et ça nous permet de voir aussi une évolution des compétences. Alors justement, on va parler avec Arnaud de ce sujet de compétences. En fait, alors, je ne vais pas te demander de présenter le BTP CFA Grand Est, mais oui, un peu quand même. En quelques chiffres, Arnaud, est-ce que tu peux nous présenter les différents établissements? Bonjour à toutes et tous, donc Arnaud Gouillet-Fortin, directeur formation innovation BTP CFA Grand Est. BTP CFA Grand Est, c'est 7 sites de formation répartis sur l'ensemble des 10 départements du Grand Est. On forme environ 3500 alternants, plus un gros volet de professionnels, soit en reconversion, soit en montée en compétences à l'année, sur l'ensemble des champs constructifs du bâtiment, de manière générale, et des travaux publics. Et on forme du CAP au titre d'ingénieur. Et alors, justement, il y a beaucoup d'actions qui ont été mises en place dans le BTP CFA Grand Est sur ces sujets de la décarbonation. La première question, c'est pourquoi? Pourquoi vous les avez mis en place? Deux enjeux principaux, il suffit juste de regarder un petit peu l'actualité, on s'aperçoit qu'il y a quand même 2-3 changements qui se perdent dans notre environnement immédiat, avec des conséquences plutôt importantes, et le bâtiment, la construction d'une manière générale, sont quand même porteurs d'un certain nombre de ces sujets, notamment sur les 3 transitions, numérique, écologique et énergétique évidemment. Et comme ça a été évoqué préalablement, on a 2 difficultés principales. C'est aujourd'hui développer la compétence. Or, on a un vivier qui est extrêmement important, extrêmement large, et on travaille en partenariat avec les entreprises. Donc l'entreprise a son rôle à jouer évidemment. Nous, on a un rôle de manière beaucoup plus large de diffusion et par capillarité ascendante de remontée, entre guillemets, d'apports technologiques et ou d'innovation. Merci. Alors justement, il y a ces actions. Est-ce que tu peux peut-être nous en donner des éléments beaucoup plus concrets? Quand et puis comment ça a commencé? Avec quels partenaires? Quelles filières spécifiquement ont été initiées justement sur ces sujets de décarbonation? Alors sur l'ensemble des sujets, on a eu une stratégie qui a été à prisme plutôt large, puisqu'on a intégré en fait l'idée de la collaboration. Pour nous, l'idée c'était d'être en collaboration directe avec les entreprises et l'ensemble de nos jeunes. On est parti sur la logique du BIM. Le BIM traverse la chaîne constructive, puisqu'on a un BIM qui va de la conception, en passant par l'acte de réaliser la construction, en passant par l'exploitation-maintenance et en allant jusqu'à la déconstruction du bâti. Et donc on est parti du BIM, de la logique collaborative, on a acculturé l'ensemble de nos apprenants en labellisant l'ensemble de l'offre de formation, c'est-à-dire 72 diplômes ont été labellisés avec un corpus de BIM relativement important et la logique collaborative associée. Ça nous a permis de travailler avec les entreprises et l'ensemble des jeunes, du CAP aux ingénieurs et d'intégrer l'ensemble des filières. Et dans un deuxième temps, on a amené un certain nombre d'apports qui là sont plutôt des apports techniques et ou technologiques, à la fois sur des procédés innovants, je prends l'impression 3D cimentaire ou autre, et on a amené également des apports sur les diplômes qui n'étaient pas prévus initialement dans les référentiels, je pense notamment à l'économie circulaire avec Agir, et on a commencé ces opérations à partir de 2016-2017. Donc aujourd'hui, on est plutôt sur des phases d'atterrissage de ces opérations avec des feedbacks qui sont extrêmement positifs, à la fois côté entreprise et à la fois côté apprenant, et où on s'aperçoit en fait qu'un certain nombre d'entreprises faisaient déjà des choses, mais ne mettaient pas de nom dessus, et surtout ne le valorisaient pas. Or aujourd'hui, nous, ce qu'on a fait, c'est mettre en lumière la valorisation, entre guillemets, de ces actions, et surtout de les replacer au centre des systèmes, et notamment du système formatif. Alors, moi, je te remercie beaucoup d'avoir même précédé ce point. J'allais demander justement ce retour d'expérience des entreprises, d'une part, et des apprenants. J'ai envie qu'on se recentre 2 secondes sur le centre de formation lui-même. Lorsque j'avais rencontré tes équipes, j'avais ressenti aussi, comment dire, une belle appréciation de la part des formateurs eux-mêmes. Une façon différente d'approcher le sujet du métier et de réenchanter finalement leur action tout en réengageant des jeunes sur des sujets avec une grande valeur ajoutée. Est-ce que tu peux nous partager cette expérience justement de tes formateurs et de ce rapport qu'ils ont, y compris dans les matières générales, avec ce sujet et avec leurs apprentis? Sur des métiers qu'on veut essentiellement constructifs, on est quand même sur l'acte de construire, on est sur la réalisation physique des choses, et la plupart des référentiels sont quand même relativement arides en matière
de logique. Et surtout, il y a assez fort peu de sens. On est sur l'obtention d'une certification. Et nous, tout l'intérêt, entre guillemets, d'amener des choses de ce type-là, ça a été de redonner du sens à la fois aux alternants et à la fois aux équipes pédagogiques. Et on a des formateurs et des formatrices d'enseignements généraux, notamment, qui ont retrouvé, entre guillemets, le goût d'aller vers les formateurs métiers, vers les formateurs professionnels, et de transversaliser les contenus. Et on est en capacité aujourd'hui d'arriver à intéresser également par effet rebond des jeunes à des matières qui étaient plutôt des matières pas forcément centrales les concernant, je pense à l'histoire-géographie puisque c'est le cas précis en l'occurrence, et de les amener entre guillemets à apprécier ces matières et surtout à percevoir l'intérêt et de comprendre que par le biais de ces matières, ils peuvent appréhender 5 périodes constructives majeures dans l'histoire de la France qui ont un impact sur leur quotidien professionnel. Voilà, un habitat de 1920 ne se gère pas en réhabilitation comme on gère une maison des années 50 ou 70, ni même comme on appréhende la RT 2012, par exemple. Voilà. Et ce sont ces éléments qui aujourd'hui ont permis de redonner un sens global et surtout une logique et une perception différente des métiers de la construction, aux plus jeunes notamment, et de remettre autour de la table à la fois les entreprises, les équipes pédagogiques et les apprenants eux-mêmes. Merci beaucoup Arnaud, effectivement, pour cet éclairage. On voit que ces sujets de la décarbonation, ces solutions bas carbone, elles impactent réellement ces compétences métiers. On en a parlé avec vous deux et aussi avec le témoignage d'Arnaud. Et puis ce qui transpire dans ce qu'on vient de dire, ce sont les compétences douces, les fameuses soft skills que l'on va pouvoir aussi exploiter grâce à ces sujets, à ces enjeux et à ce sens que l'on va donner à ces nouvelles générations qui, on le sait, sont très attentives à l'enjeu climatique que nous avons. Eh bien écoutez, je crois que nous arrivons, malgré les soucis techniques, au terme de notre workshop et de ce moment que nous avions quelques minutes, et je vous propose, si vous le souhaitez, de nous poser quelques questions, si vous en avez, et on se fera un plaisir de vous répondre. Vous êtes sans doute, et je le pense, curieux de voir des démonstrations. Vous pourrez retrouver et Frédéric et Marion et évidemment Arnaud sur notre stand qui se trouve sur l'allée C100, enfin stand C101 B100, et vous aurez les démonstrations de leurs solutions et vous pourrez rencontrer aussi les formateurs et les équipes du BTP CFA Grand Est, mais on est à votre disposition pour les questions. Merci beaucoup.